Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Je lève mon verre à tous ceux qui n'en ont pas. Vous avez tous reconnu les paroles du célèbre artiste belge Stromae qui parlait de tous ces métiers de l'ombre qu'on ne célèbre pas assez souvent, notamment dans le domaine de la santé, infirmière, aide-soignant, brancardier, lingère, technicien, perfusionniste et j'en passe. Sans eux et leur sens du dévouement, notre système de soins serait voué à l'échec. C'est pourquoi nous avons décidé, une fois n'est pas coutume, de les mettre en lumière sur le plateau de La Santé d'abord. Derrière les blouses blanches des médecins, il y a des infirmiers, des aides-soignants, mais également de nombreux professionnels qui œuvrent dans l'ombre, que ce soit dans le domaine administratif, social ou encore logistique, à la bonne prise en charge des patients. On les croise dans les hôpitaux, les EHPAD, parfois au domicile des patients, sans jamais vraiment les rencontrer. Ils sont pourtant les rouages essentiels de notre système de santé. Alors pour leur rendre hommage aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Demarle, directrice pôle personnes âgées, Vive 3 Pays de la Loire. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hubert Jaspard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint HOSPI Grand Ouest. Exactement. Merci également d'être avec nous sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, prendre soin des autres, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour tous ces professionnels de santé qui ont choisi des carrières tournées vers les autres? Eh bien, nous avons rencontré des infirmières et des aides-soignantes qui nous parlent avec beaucoup de sincérité du sens de leur métier. Regardez. Prendre soin des patients, pour moi, c'est accompagner le patient, mais un peu dans la globalité. C'est autant pour un soin d'hygiène que pour un soin de confort, que pour un soin, pas psychologique, mais je veux dire une écoute attentive. Chaque jour, quand nous venons au travail, on se mobilise pour venir prendre soin de ceux qui en ont besoin. Donc du coup, pour moi, c'est notre quotidien. Pour moi, ils sont au cœur de notre vie. Ce métier demande à aider un patient qui n'a pas la possibilité de se prendre en charge. Et nous, on est là pour les aider à remonter la pente. Il faut avoir de l'empathie, être à l'écoute, dévoué et surtout être patient. Prendre soin des autres, c'est prendre le patient dans sa globalité. Quand je rencontre un patient, je vais lui demander d'abord comment il va physiquement et ensuite comment il va moralement. Se mobiliser, prendre soin, c'est ce que je fais tous les jours avec mes séances avec les patients et prendre soin aussi des familles. Voilà, altruisme, solidarité, soutien, accompagnement, engagement, patience aussi. Tout le monde ne peut pas être soignant, on est bien d'accord. Ces métiers d'accompagnement, si on veut les exercer dans la durée, ça doit nécessairement être une vocation. Valérie ? Oui, totalement. Ça ne peut être qu'une vocation. Ce sont des métiers de l'humain. On a entendu certains verbatim comme l'empathie, etc. Si on n'a pas un minimum de cette empathie, on ne peut pas faire ce métier. Hubert ? Oui, c'est exactement ça. C'est un métier de lien. Un métier où le rapport à l'autre est très très fort. Et effectivement, il faut pouvoir aimer les gens, j'ai envie de dire. Alors, la crise de la Covid a eu au moins le mérite d'attirer l'attention sur ces professionnels de l'ombre et surtout de pointer un problème qui risque de devenir très bientôt un enjeu majeur de santé publique, la pénurie des candidats à tous ces métiers du soin et de l'accompagnement. Bon, il n'y a pas une journée où on n'entend pas à la radio ou à la télévision le problème des soignants, mais pour vous, quelles en sont aujourd'hui les principales causes? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Hubert ? Alors, il y a un chiffre qu'on peut-être à avoir en tête. Si on prend le nombre d'infirmiers, il y en avait 500 000 en 2010, il y en a 625 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de pénurie, mais en réalité, le nombre de paramédicaux infirmiers augmente. En fait, le grand souci, c'est un énorme défi que doit relever la France, mais également tous les pays occidentaux. En général, c'est le vieillissement de la population.
c'est le développement des maladies chroniques et il faut des professionnels. Et en fait, la difficulté, c'est la tension qu'il peut y avoir entre ces besoins très forts et le nombre de professionnels de santé qui continue à augmenter, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Proportionnellement au vieillissement de la Exactement. population. En plus, on parle en ce moment de baby crash, on fait moins de bébés. Donc c'est un problème de rapport, de proportionnalité finalement. Valérie? Oui, au niveau de nos établissements médico-sociaux et accompagnement de la personne âgée, on sent bien qu'on est resté sur des effectifs à moyen constant, alors qu'on a une évolution de la grande dépendance. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Pourtant, ce sont des métiers d'avenir, hein. C'est ce que vous disiez, vieillissement de la population. Et puis 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui avec un handicap et de plus en plus de Français contraints de vivre avec une maladie chronique. Donc c'est vrai que ça peut être des sources de motivation, mais c'est un métier où il y a des besoins, c'est certain. Dans les prochaines années, on voit clairement qu'on a un énorme défi de devoir continuer à former et prendre en charge tous ces patients, toutes ces personnes âgées, toutes ces personnes qui sont porteurs d'un handicap, toutes les personnes qui ont une maladie chronique. Alors, parlons d'abord des aides-soignants. Ils sont plus de 400 000 aujourd'hui en France et ce sont eux qui vont dispenser tous les soins de la vie quotidienne, mais aussi des soins plus spécifiques pour permettre aux patients de rester chez lui en cas de maladie chronique ou en cas de vieillissement aussi. Alors, nous avons rencontré Patricia, qui est aide-soignante en EHPAD et qui nous parle de son métier avec beaucoup de tendresse et d'enthousiasme. Regardez. On est dans le soin, mais on est aussi dans l'accompagnement. On a beaucoup de casquettes, je vais dire. C'est pas facile pour elle, il faut supporter tout le monde. Bonjour, monsieur Van der Leyen. Bonjour, madame Luce. Bonjour, mon loulou. J'avais 2 grandes passions quand j'étais plus jeune. J'avais la passion pour la coiffure et la passion pour le secteur médical. Et un jour, je travaillais dans un salon de coiffure et je coiffais sans le savoir ma future cadre de santé. 1, 2 et 3. Très bien, on se penche bien en avant. Est-ce que ça tourne? Non. J'aime bien faire la part des choses. Ma vie professionnelle s'arrête vraiment à la porte d'entrée. Et après, j'essaie de passer à autre chose. Me revoilà, avec les petites serviettes et les gants. Je vous les mets dans la salle de bain. Avec la pandémie, notre directrice nous a demandé parfois de décaler des repos. Souvent, on a cette image du mouroir, des reportages qui nous parlent de maltraitance. C'est plus une maltraitance du fait du manque de moyens. Il y a beaucoup de secrétaires, il y a beaucoup de monde du côté administratif, mais sur le terrain, dans les couloirs, on n'a pratiquement personne. Et ma maman était très, très douce, pleine de gentillesse. Je pense qu'elle m'a inculqué ces valeurs-là et que j'ai eu à un moment donné un besoin de m'occuper des autres. C'est ce qui fait mon équilibre. Bon, pour Patricia, c'est une reconversion. Là, on peut vraiment parler de vocation dans ce cas-là. D'ailleurs, le ministère de la Santé pourrait faire appel à elle pour recruter, parce que c'est une publicité vivante pour ce métier d'aide-soignante. Mais elle parle quand même de ce problème de maltraitance, mais qui est lié à une pénurie de soignants, de personnel. Oui, c'est clairement la tension dont je parlais tout à l'heure. Par rapport à ce défi, les pouvoirs publics ont fait un choix qui était de dire... en tout cas pour le sanitaire que je connais mieux, on va développer l'ambulatoire et on va développer la prise en charge à domicile. Et la raison, c'est que notre pays, aujourd'hui, prendre en charge des patients 24 heures sur 24 durant des durées assez longues, c'est compliqué. Et donc on essaye plutôt de cibler sur des pathologies très aiguës. On vient dans un établissement de santé, dans nos cliniques, on a le soin, on repart chez soi. Et c'est vrai qu'on a multiplié par 2,5 ou 3 le nombre de patients pris en charge dans les établissements de santé en l'espace de 30 ans. Où peuvent exercer les aides-soignants? Parce qu'ils n'exercent pas tous en EHPAD. Valérie, il y a les hôpitaux, Il y a les hôpitaux, il y a les services infirmiers à domicile. Dans tous les établissements médico-sociaux, il y a des aides-soignants. Et quelle formation suivre pour devenir aide-soignant? Voilà, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est validé par un diplôme? Alors, il y a un diplôme, effectivement, d'aide-soignant. Jusqu'à quelques moments, on pouvait encore passer un concours, mais aujourd'hui, c'est sur présentation d'un dossier. Voilà, donc c'est plus facilement accessible pour une plus grande population d'agents de service, par exemple, qui voudraient évoluer vers les métiers d'aide-soignant. Et ces aides-soignants sont payés combien? Pour combien d'heures de travail? Alors,
En début de carrière, on est à peu près à 1 600 € net. Donc Ouais. on est 250 € au-dessus du SMIC. Et puis après, il y a un déroulement de carrière qui fait que le salaire moyen est aux alentours à peu près de 1 900 €. En sachant qu'après, c'est des moyennes parce que c'est des métiers dans lesquels on peut travailler la nuit, on peut travailler le week-end. Donc il peut y avoir des primes particulières. Mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Ouais, ce qui est pas beaucoup. C'est plus que le SMIC. Ouais. Après, ça reste effectivement des métiers sur lesquels il y a une charge émotionnelle, Bien sûr, physique importante. mentale, qui va être importante. et- Mais ce sont pourtant des métiers qui sont en train d'évoluer avec le vieillissement de la population et l'émergence de besoins différents. Ça peut devenir des métiers peut-être plus valorisants, plus intéressants. Voilà, parce que tout le monde ne pourra pas aller en EHPAD, on ne va pas pouvoir continuer à construire des EHPAD comme ça à l'infini. Et puis, de plus en plus de personnes veulent aussi vieillir à domicile. Donc, est-ce que ça peut être aussi se dire que ça va être un métier qui va être plus attractif? Oui, il y a un rapport qui va sortir incessamment sous peu, qui a été demandé par les pouvoirs publics, et qui démontre que parmi les éléments d'attractivité, il faudra certainement assouplir la capacité des différents métiers à travailler ensemble. Je m'explique, c'est que si on prend les infirmiers, il y a des décrets qui norment de manière très forte les compétences et ce qu'on peut faire. Et en fait, ce rapport, il dit, à un moment donné, il faut faire des passerelles entre les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, parce que tous ces professionnels travaillent ensemble, et attention de ne pas avoir des silos trop forts. D'accord. Mais comme le disait Patricia dans le reportage qu'on vient de voir, c'est un métier difficile, il faut être multitâche, ce qui veut dire fatigue physique, forte pression, horaire de travail difficile, une vie personnelle qui du coup peut être compliquée. Tout le monde n'est pas apte à faire ce métier, ce qui explique que de plus en plus d'aides-soignants aujourd'hui se reconvertissent. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'inscrits, en gros, mais il y en a beaucoup qui lâchent en cours de route, hein. Beaucoup plus que pour le métier d'infirmière finalement. C'est quelque chose que vous constatez, vous? Et dans quel métier vont-ils se reconvertir en général? Alors, moi, je n'ai pas forcément remarqué qu'il y avait plus de reconversion au niveau des professionnels aides-soignants. On est surtout plutôt sur une fin de carrière plus pénible. Donc, c'est là qu'il y a les carrières s'arrêtent. Mais il n'y a pas forcément plus de reconversion, à mon sens. Il y en a plus au niveau infirmier, je le trouve, dans nos métiers, en tout cas, auprès de la personne âgée. Hubert? Oui, c'est tout à fait vrai. Si on prend les infirmiers, on s'aperçoit qu'en fait, la durée d'exercice, elle diminue. Je sais pas, on était à 10 ans, maintenant on passe à 8 ans. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande un gros investissement. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être un avant et un après Covid, où on a bien vu qu'avec le Covid et avec les tensions aujourd'hui, on peut avoir des professionnels qui souhaitent faire autre chose. On le voit aussi dès la formation, puisque d'après les statistiques du ministère de la Santé, on a environ 25 à 30% d'abandon en première année. C'est-à-dire des personnes qui veulent faire infirmier, qui arrêtent assez vite. Mais est-ce qu'il y a toujours autant d'inscrits ou pas? Parce que les chiffres avaient l'air de montrer une baisse des inscriptions pour le métier d'aide-soignant. C'est une réalité ou pas, ça? Oui, c'est vrai qu'au niveau des quotas d'écoles d'infirmiers, on a constaté qu'il y avait moins d'inscriptions ces dernières années, clairement. Alors, on parlera du cas des infirmières après, mais en tout cas, pour les aides-soignants, oui. on a constaté également une baisse du nombre d'inscrits. Exactement. D'accord. Oui. Mais pas forcément, mais avec un abandon souvent la première année. Exactement aussi. D'accord. C'est une des professions de santé les plus féminisées. Il y a aujourd'hui 90% de femmes. Pourtant, c'est un métier, on l'a dit, qui est physiquement dur, hein. Il faut porter des malades. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que prendre soin des autres, être à l'écoute, avoir de l'empathie, ce sont plutôt des qualités féminines. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais la réalité, c'est que la reproduction sociale reste très forte. Et l'imagerie reste très forte. Et je pense que si on demande à des jeunes enfants, c'est vrai que très certainement, les jeunes garçons veulent être pompiers et les jeunes filles infirmières. Mais là, il faut bien faire la différence entre aide-soignant et infirmière, parce que j'ai l'impression que l'image renvoyée n'est pas tout à fait la même, on est d'accord? Alors, justement, je trouve que c'est intéressant qu'on aborde ce sujet-là, puisque trop souvent, on associe les aides-soignants, on l'a entendu, à des actes de la vie quotidienne, ce qui est tout à fait le cas. Ce n'est pas qu'une aide à la toilette, ce n'est pas qu'une aide au repas. Les aides-soignants ont un rôle important dans le confort, le bien-être de la personne, les rassurer Bien aussi sûr. au quotidien. Il y a un soutien psychologique qui est exactement. très important. Et la relation qui se crée entre l'aide-soignant et le résident permet une évaluation aussi physique, psychologique, qui va avoir toute son importance pour le diagnostic infirmier et médical. Voilà, c'est vraiment une chaîne. C'est-à-dire qu'il faut entendre qu'on a
et là aussi plutôt dans les établissements de santé, souvent c'est un binôme. C'est-à-dire l'infirmier travaille avec l'aide-soignant. L'un n'est rien sans l'autre. Et puis dans aide-soignant, effectivement, il y a soignant. Exactement. Donc ils font autant partie des soins que les infirmiers ou que les médecins. Complètement. Il faut qu'on entende moins aide et plus soignant peut-être. Exactement. Alors bon, on parlait d'infirmières. Ce sont elles quand même qui sont en première ligne. Hein. Nous avons rencontré l'une d'elles. Elle s'appelle Manon Battard. Elle est infirmière depuis 7 ans et elle travaille au sein du service oncologie de la clinique de Saint-Nazaire. Alors comment se passe son quotidien? Quelle est sa relation avec ses patients qui sont souvent en grande souffrance? C'est un reportage de Cédric Manet. Le 24, il avait un petit peu mal au ventre après avoir bu. Pour Manon, le métier d'infirmière est venu par étapes, puis il s'est imposé comme une évidence. Au début, je voulais être aide-soignante et puis j'ai fait en fait plusieurs stages qui m'ont en fait amené à vouloir finalement être infirmière, pousser les études. Je ne sais pas si c'est une vocation, mais je pense que c'est important quand même d'aimer ce qu'on fait. Manon a exercé en gastro-entérologie, en hématologie, en chimiothérapie et en soins de suite. Après 7 ans de pratique, elle est désormais expérimentée. On a toujours l'impression qu'on fait ça machinalement et que parce qu'on discute avec les patients, on rigole, mais en fait dans notre tête, on est toujours quand même à réfléchir à tout ce qu'on doit faire attention. Ouais, c'est sûr, c'est un métier où on est en vigilance constante. Particularité du travail de Manon, elle s'occupe de personnes atteintes de cancer. Je remplace votre hydratation, monsieur Tadouin. Comme ça, et puis je vous mets une rampe, ce sera plus pratique quand on aura des perfusions à vous mettre. Le but du service, c'est de prendre ce temps avec le patient, de pas juste faire des allers-retours dans les chambres, on rentre dans l'intimité. On le veut quand on est ici, c'est en nous de prendre le temps avec les patients. Je pense que c'est ce qui fait que le service est beau. Et oui, malgré que ça soit speed, qu'on ait plein de soins, moi je pars du principe que quand on est dans la chambre, on oublie un peu tout ce qu'on a à faire à côté et on prend un temps... Voilà, même si on sait qu'il y a plein de choses qui nous attendent derrière, on essaye de se poser et de tout donner pour le patient sur l'instant T, quoi. Alors on le disait tout à l'heure, depuis le Covid, on a assisté à des départs massifs de soignants, notamment des infirmiers qui raccrochent la blouse blanche, que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs. Ils se disent usés, écœurés du mépris général. Alors le mal-être de cette profession ne date pas d'hier, ça c'est sûr, mais comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Hubert. Compliqué de répondre rapidement à cette question. On se tourne tous vers vous. Merci. Non, mais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un défi majeur et c'est vrai que la capacité de notre pays à y faire face est compliquée. On a demandé énormément aux soignants. Alors je ne souhaite pas faire de politique et je vais peser mes mots, mais très certainement que la mise en place des 35 heures a été aussi une difficulté parce que les établissements de santé, mais comme les EHPAD, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Donc à un moment donné, si on enlève des heures et qu'on ne compense pas par des effectifs, c'est vrai que la tension elle est forte. Et puis il y a quand même, on l'a dit et je me répète, mais tous les besoins qu'il peut y avoir en termes de santé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a la chance, et il faut le dire, d'être quasiment au monde le pays pour lequel le reste à charge pour le patient est le plus faible. C'est-à-dire qu'on a une solidarité, on a une solidarité nationale qui est très forte, et donc tant mieux. Ouais. Par contre, peut-être le côté un peu plus négatif, c'est qu'on est très demandeur en soins. Et on a beaucoup d'investigations, on a beaucoup d'actes de radiologie, on a beaucoup d'actes d'imagerie médicale, on l'a vu avec le Covid, avec tous les tests, etc. Et donc c'est vrai qu'on demande aussi beaucoup aux soignants, et on a peut-être une question de régulation aussi des soins pour soulager les professionnels de santé qui prennent toutes ces demandes, je dirais, en pleine face. Alors peut-être une lueur d'éclaircie dans ce tableau quand même un peu sombre, bien voilà, qu'elle ait mis en lumière les difficultés des soignants. La crise sanitaire aurait suscité peut-être des vocations, puisqu'en 2021, les écoles d'infirmiers sont la formation la plus demandée sur la plateforme Parcoursup, la plateforme d'orientation, juste après le bac. Rappelons que d'ailleurs ces écoles ne sélectionnent plus sur concours. Est-ce que vous êtes surpris, près de 10% des inscrits ont demandé à intégrer un des instituts de formation aux soins infirmiers. Je crois que c'est juste après le métier de professeur. C'est-à-dire qu'on... Encore après le bac, on est comme quand on était petit, on rêve d'être infirmière ou professeur. Les soignants étaient beaucoup mis en lumière, effectivement, pendant la période de Covid. On a applaudi. Voilà, exactement. C'est un métier qui a du sens. Tout à fait. Et les jeunes ont besoin, ils sont en quête de sens dans leur vie, donc ça peut se comprendre par ce biais-là.
Mais encore une fois, c'est un métier qui attire même avant cette crise sanitaire. Mais vous le disiez tout à l'heure avec des abandons en cours de route. Oui. Alors, pour avoir quand même discuté avec des amis médecins, si beaucoup de lits sont fermés aujourd'hui, c'est pas par manque de médecins, mais par manque d'infirmiers et d'aides-soignants. On le disait tout à l'heure, la population vieillit trop vite par rapport au nombre d'inscrits et de gens qui se forment à ce métier d'aide-soignant. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour remotiver ces professionnels qui sont indispensables au fonctionnement de notre système de soins? Alors, évidemment, j'imagine bien que vous n'avez pas la solution miracle à cette crise de l'hôpital qui couvre quand même depuis de nombreuses années. Mais quelles sont pour vous les pistes les plus pertinentes à explorer aujourd'hui? L'État nous parle de cette fameuse loi de programmation. Est-ce qu'on y croit? On n'y croit pas? Voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Quand on est dans le milieu de la santé depuis des années, on a vu s'additionner les lois. Et force est de reconnaître que ça ne résout pas tous les problèmes. Après, moi, je pense qu'il y a une vraie question qui peut se poser, et c'est vraiment au pouvoir public, j'irais, de faire ce travail, c'est quand même la question de la régulation et de la capacité des différents professionnels à travailler ensemble. Si on prend un radiologue et un manipulateur radio, donc le radiologue, c'est le médecin, le manipulateur radio, c'est ce qu'on appelle une profession paramédicale, un peu comme infirmier. En fait, le manipulateur radio, il a énormément de compétences et il peut potentiellement remplacer un radiologue. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler ces professionnels ensemble? Je pense que c'est vraiment une piste pour l'avenir. D'accord, que tous ces professionnels travaillent en synergie. Et cette loi de programmation, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Alors elle dit qu'il faut, dans le cadre de la santé, elle dit qu'il faut renforcer ce qu'on appelle les parcours, éviter que les patients aillent voir plusieurs fois des médecins différents pour une même pathologie, que les professionnels de santé travaillent ensemble et partagent les informations. Donc c'est tout ce qui concerne exactement sur le dossier médical partagé. Voilà. Et il y a également tout le volet formation. On a entendu beaucoup parler du numerus clausus, c'est-à-dire le fait de caper le nombre de médecins formés. Donc c'est tout ce travail-là à la fois de formation et de capacité à ce que les professionnels de santé travaillent ensemble. Les mutuelles ont un rôle à jouer dans cette crise? Oui, elles ont un rôle à jouer et elles ont déjà endossé ce rôle-là, notamment dans le cadre de la prévention. Les personnes qui sont au téléphone et qui ont des adhérents ont le repérage de fragilité, peuvent signaler des situations complexes, guider, accompagner, que ce soit la personne ou ses proches dans les conseils. Alors, je vous propose maintenant de voir une autre forme d'accompagnement. Nous allons aller à Nancy. Depuis février 2021, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'un accompagnement à la parentalité assuré par une équipe spécialisée. Regardez. Je voulais voir parce que Pauline vous a aidé à monter un meuble et je ne sais pas ce que ça a donné. Si, il est super. Eh ben, montrez-moi ça. C'est ça que vous avez fait? Ouais. Donc c'est bien parce qu'il n'y a plus le meuble qui était là. Non, je l'ai viré. C'est bien mieux parce que du coup il y a plus d'espace. Ce qui m'a le plus marqué avec Mme Bastos, c'est son efficacité. Parce qu'en fait, quand on a besoin de quelque chose, elle commence et elle termine jusqu'au bout, même si c'est tard. Même à l'école, elle m'a accompagnée parce que mon fils, à un moment donné, avait une réunion à l'école et je voulais pas trop affronter la maîtresse toute elle, donc elle a eu la gentillesse de m'accompagner. Cet accompagnement, il me rassure. Les compétences de toute l'équipe, c'est déjà des compétences de relations humaines. Parce que c'est vraiment de la rassurance qu'on fait avec les parents sur leurs propres capacités pour pouvoir répondre aux besoins d'enfants. Des services d'aide à la parentalité, il y en a beaucoup, je pense, un peu partout. Par contre, sur les personnes en situation de handicap qui n'ont peut-être pas cette disponibilité suffisante pour être là au quotidien, s'il faut aller voir quelqu'un tous les jours pendant une semaine, on ira tous les jours pendant une semaine. On est parti avec cette idée de projet et on l'a adaptée à nos contraintes territoriales, avec l'aide de nos partenaires comme l'ARS, la CAF, le conseil départemental surtout. Ça permet, nous, quand on l'amène auprès de nos partenaires en Lorraine, d'avoir une crédibilité, une assise, une expérience. C'est plus facile à monter, c'est plus facile de mobiliser. Voilà, un service particulièrement innovant qui a été lancé il y a 10 ans en Île-de-France. Donc voilà, encore une profession tellement utile et qui est peu connue. N'oublions pas également tous ces autres métiers de l'ombre de la santé dont nous n'avons pas parlé, les lingères, les techniciens, les perfusionnistes, les brancardiers, est-ce que j'en oublie ? Oui, les cuisiniers, les animateurs. Merci. Qu'auriez-vous à dire en conclusion à tous ces travailleurs qui sont de véritables pierres angulaires de notre système de santé ?
Sans eux, le système de santé ne pourrait pas fonctionner correctement. En tout cas, ce sont des métiers qui gravitent tous autour de la personne. Et on parle souvent du soin, mais ces personnes, elles sont dans le prendre soin. Hubert ? On a 150 métiers, donc on ne peut pas tous les citer. Mais peut-être dire que c'est vraiment un métier dans lequel le collectif, l'équipe est extrêmement important. On n'est pas seul. Il y a une forte solidarité et c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça donne du sens quand on se lève le matin pour aller travailler. Merci à tous les deux. En conclusion de cette émission, je vous propose 3 points clés à retenir. En 30 ans, on a multiplié par 2 ou par 3 le nombre de patients pris en charge à l'hôpital. Beaucoup de lits sont fermés actuellement dans les hôpitaux par manque d'infirmiers et d'aides-soignants, et pas forcément par manque de médecins. Et en 2021, les écoles d'infirmiers sont la formation la plus demandée sur la plateforme d'orientation Parcoursup, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à Valérie Darmon, rédactrice en chef de cette émission, qui m'a aidé à mettre à l'honneur ces métiers indispensables à la santé. Merci également à Margot Miller et Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.